Mali, l'état d'urgence en vigueur et qui devait expirer samedi dernier a été prorogé de 6 mois jusqu'au 31 octobre prochain par l'Assemblée nationale. Au Burundi, 2 ans après le début de la crise politique, plus de 400 000 personnes se sont réfugiées dans les pays voisins. Ils assurent ne pas pouvoir rentrer car la situation sécuritaire n'a pas évolué. Et puis les Algériens sont passionnés par la présidentielle en France. Le candidat Emmanuel Macron apparaît clairement comme le préféré des autorités et de la population. Au Mali, l'état d'urgence en vigueur et qui devait expirer samedi dernier a été prorogé de 6 mois jusqu'au 31 octobre par l'Assemblée nationale. Le projet de loi qui proroge l'état d'urgence a été voté à l'unanimité des députés présents vendredi dernier au sein du Parlement. Rappelons que cette mesure d'exception a été instaurée à plusieurs reprises dans le pays depuis l'attaque djihadiste contre l'hôtel Radisson Blu de Bamako le 20 novembre 2015. Il a été rétabli pour la dernière fois le 19 avril dernier pour 10 jours par le gouvernement en raison, selon un communiqué officiel, de la persistance de la menace terroriste ainsi que des risques d'atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens. Rappelons qu'il a été réinstauré après une nouvelle attaque attribuée aux djihadistes le 18 avril à Gourma-Rousse dans la région de Tombouctou. Une attaque qui avait fait 5 morts et une dizaine de blessés parmi les soldats maliens, selon un bilan officiel. Il faut dire que l'état d'urgence accorde entre autres des possibilités d'intervention accrues aux forces de sécurité et restreint les rassemblements sur l'ensemble du territoire. À l'issue d'une visite de 3 jours à Bangui, les directeurs régionaux de plusieurs institutions humanitaires, notamment OCHA et le PAM, tirent la sonnette d'alarme. La moitié de la population centrafricaine a besoin d'assistance humanitaire. Ces besoins humanitaires, que ce soit en matière de sécurité alimentaire, en matière de santé, en matière d'éducation, en matière d'eau, ont été estimés pour l'année 2017 à 400 millions de dollars. Pour l'instant, nous n'avons reçu qu'environ 10%, à savoir 40 millions, ce qui est en deçà de nos attentes. Certes, il y a eu des progrès dans le domaine de la paix. Il y a beaucoup moins de déplacés à Bangui et dans la ville de Bambari. Mais il faut se dire qu'il y a 400 000 déplacés dans l'ensemble du pays. 400 000 autres ont trouvé refuge à l'étranger. Ce sont toujours les mêmes donateurs qui sont sollicités par plusieurs pays, par plusieurs crises, par plusieurs conflits. Ce sont toujours les mêmes donateurs qui appuient et au bout d'un certain temps, il y a quand même une certaine fatigue et on peut pas vraiment leur reprocher ça. Il s'agit pour nous, bien sûr, de nous battre collectivement, les humanitaires, les responsables politiques, le gouvernement, pour que effectivement la crise humanitaire en République centrafricaine ne devienne pas une crise de second plan, de seconde classe et soit complètement oubliée comparée à d'autres crises qui aujourd'hui sont plus dans l'actualité. Les attaques sur les acteurs humanitaires se multiplient, ce qui limite considérablement leur accès aux populations vivant dans les zones de conflit. Réfugiés mais pas condamnés à mort. Ils sont aujourd'hui plus de 28 000 Burundais réfugiés sur le territoire rwandais fuyant la crise politique qui sévit dans leur pays d'origine, le Burundi. 2 ans après le début du conflit dans leur pays, nombreux sont ceux d'entre eux qui ne sont toujours pas prêts à rentrer, craignant encore pour leur sécurité et leur vie. Ce qui nous a poussés à fuir,
est encore là. On ne peut pas rentrer parce que la mauvaise gouvernance qui a occasionné tous les maux dans notre pays est toujours là. Non, je ne peux pas rentrer. Je vais rentrer quand il y aura de la paix, quand on est entre nous tous. Je ne peux pas rentrer moi seul, rester avec des amis ici. Quand un jour arrive, parce que le jour J, peut-être ça va changer, il y a un jour, nous tous on va rentrer en marche, en jouant de la mélophone, en chantant, en retournant dans notre pays. Ouais. Les réfugiés burundais sont en majorité installés dans un camp dans l'est du pays. Parmi eux, des journalistes, des membres de la société civile, des politiciens et des Burundais relativement aisés. Afin de s'entraider et maintenir une cohésion, ils se sont organisés par quartier et communiquent via WhatsApp. Ils y partagent des annonces d'emploi, des informations sur leur pays ou s'enquièrent des nouvelles de leurs proches disparus. Au Nigeria, Nnamdi Kanu, le principal leader indépendantiste biafrais incarcéré depuis octobre 2015, a été remis en liberté sous caution. Ceci après plusieurs décisions de justice en sa faveur, rejetées par le gouvernement. Chef de file du mouvement indépendantiste pour les peuples indigènes du Biafra, une région située dans le sud-est du Nigeria, Nnamdi Kanu était poursuivi aux côtés de 3 autres membres de son mouvement indépendantiste, notamment pour trahison, accusation qu'il dément. Un tribunal nigérian avait ordonné sa libération sous caution mardi dernier pour des raisons de santé. Les conditions de sa libération incluent une caution de 300 millions de naira, soit près d'$1 million, mais également l'interdiction d'assister à toute manifestation ou d'être associé à une foule de plus de 10 personnes. Cette décision intervient à 1 mois du cinquantenaire de la déclaration de sécession du Biafra le 30 mai, qui avait entraîné le pays dans une terrible guerre civile. Rappelons qu'Abuja avait toujours refusé de libérer Kanu, malgré les ordonnances de plusieurs juges en ce sens. Plusieurs manifestations organisées pour réclamer sa libération avaient tourné au bain de sang. Les Algériens, appelés à élire leurs députés le 4 mai lors d'un scrutin sans enjeu majeur, sont beaucoup plus passionnés par la présidentielle en France, le candidat Emmanuel Macron apparaissant clairement comme le préféré des autorités et de la population. En visite à Alger en février où il a été reçu avec les honneurs, Emmanuel Macron avait qualifié la longue colonisation française de 1830 à 1962 de crime contre l'humanité. Ces propos ont suscité de la sympathie en Algérie, mais soulevé une polémique en France, où la candidate d'extrême droite Marine Le Pen, sa rivale pour le second tour, les a qualifiés de crimes contre le pays. Quand l'extrême droite arrive au deuxième tour, ça parle beaucoup aux Algériens parce qu'ils ont peur que la relation avec la France change de manière chaotique et donc ils se sentent plus concernés et ça dépasse les élites, ça va dans les milieux populaires parce qu'on a toujours de la famille en France, etc. Et donc on se sent impliqué. Ce mouvement s'est accentué parce qu'on est en présence d'une élection législative algérienne qui est complètement atone, dont on ne voit pas très bien les enjeux, plus que d'habitude. Les Algériens forment une des plus importantes communautés étrangères en France et sont des centaines de milliers à détenir la double nationalité et à voter dans l'Hexagone. Dossier Brexit, 1 mois exactement après la signature officielle, 10 mois après le référendum britannique, les Européens se mettent en ordre de bataille pour les tractations des 2 années à venir. C'est à l'unanimité que les dirigeants des 27 ont adopté les grands principes de la négociation à venir avec le Royaume-Uni sur le Brexit. Sans le Royaume-Uni, l'Union revendiquait samedi son unité au moment de l'adoption des grands principes directeurs qui guideront les négociateurs européens dans les pourparlers sur le Brexit. C'était lors d'un sommet à Bruxelles. Le président du Conseil européen Donald Tusk indiquait que le mandat ferme et équitable de l'Union européenne à 27 pour les discussions sur le Brexit était prêt. La première ministre britannique Theresa May
de son côté, s'inquiète de voir le reste de l'Union européenne s'unir contre son pays. Oui, le Front européen a bien adopté une ligne claire. Il y aura forcément un prix et un coût pour le Royaume-Uni. Mais cette unité des 27 n'est pas, d'après le négociateur en chef de l'Union européenne, dirigée contre le Royaume-Uni. Les 27 jugeront d'eux-mêmes de l'avancée des progrès avant de passer à la phase suivante. La Commission européenne a déjà établi une liste des droits à protéger pour les citoyens et les familles qui seront affectés par le Brexit. Environ 3 millions de ressortissants de l'Union européenne vivant ou travaillant au Royaume-Uni s'inquiètent pour leurs droits de résidence, à la retraite ou encore leur sécurité sociale. Dès la semaine prochaine, la Commission européenne devrait publier sa proposition de directive de négociation plus détaillée qui se baseront sur ces orientations. Leur adoption par les 27 est prévue le 22 mai. Cela faisait 100 jours samedi que Donald Trump a accédé au pouvoir aux États-Unis. Le président américain, entouré de ses partisans, a célébré l'événement en vantant son bilan provisoire très productif. À la même occasion, il a promis de livrer de grandes batailles à venir. C'était lors d'une réunion publique en Pennsylvanie, un des États qui ont permis sa victoire surprise le 8 novembre 2016. Le président a employé une partie de son discours à vivement critiquer les médias, parfois en les désignant par leur nom, sous les sobriquets et les insultes du public. Il n'y a aucun autre endroit que la Pennsylvanie où je souhaiterais célébrer notre étape des 100 jours qui reflète un incroyable voyage et nous prépare à de grandes batailles à venir. Et nous les gagnerons dans tous les cas. Nous gagnerons. Avant que nous parlions de mes 100 jours qui ont été très palpitants et très productifs, évaluons les 100 jours des médias. Parce que, comme vous le savez, ils sont une honte. Mais le 45e président des États-Unis, dont l'élection surprise a stupéfié la planète, peine à concrétiser ses promesses de campagne. Et notamment, la plus emblématique, abroger et remplacer l'assurance santé Obamacare. Cette promesse s'est heurtée aux divisions de sa majorité républicaine au Congrès. Le financement d'un mur frontalier avec le Mexique, autre leitmotiv de campagne, a lui été retiré cette semaine du projet de loi de finances pour éviter une crise budgétaire. Cependant, samedi soir, il a répété que ces deux mesures phares seraient bien mises en œuvre. Les grandes douleurs sont parfois muettes. La petite plaque bleue portant l'inscription Place Papa Wemba, fixée sur un mur à quelques kilomètres de la scène où le 24 avril 2016, la star de la musique congolaise s'était écroulée en plein spectacle, a été baptisée par le ministre ivoirien de la Culture Maurice Bandama et son homologue congolais Sylvain Maurice Macheke en présence de son orchestre Viva la Musica. À cette occasion, l'on a tapissé un mur de l'immense photographie de Papa Wemba, bras en croix, poings fermés, dans une tenue de couturier italien avec broderie et cœur noir. Dans cette tenue, qu'il y a une année exactement, le chanteur de Kinshasa mourait sur cette scène dans ce festival après 20 minutes de concert. Oui, le 24 avril 2016, le temps s'est arrêté. Il s'est arrêté parce qu'un géant venait de s'en aller et l'aube venait de rentrer dans le ventre de la nuit. Oui, le 24 avril 2016, Papa Wemba a déposé le micro. Il a déposé son micro pendant qu'il était en pleine prestation lors de la 9e édition du film. Devant la scène du festival, les intervenants ont tous rappelé les liens culturels entre Kinshasa et Abidjan, les influences réciproques, mais aussi comment le coupé décalé ivoirien est né des métamorphoses du style congolais.
Jules Shungo Wemba Dio Peneko Komba, dit Papa Wemba, né en 1949 dans le Congo belge, n'était pas seulement le rossignol, une voix d'une pureté mutine, il était aussi un faiseur de mode. La coupe impeccable, le sens des matières et des teintes conjuguées. Il était l'indétrônable roi de la sape. Désormais, les adeptes de cette religion possèdent un lieu de pèlerinage à Nomabo, à Marcory, à Abidjan.